Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous recevoir ce soir pour une conférence sur la justice restaurative. Alors, qui suis-je? Me demande Thérèse. Ah, Thérèse commence par me demander qui je suis. Bonsoir, moi je suis Arnaud Daffy, je suis un des membres de l'association Justice Autrement, association qui organise cette conférence. On reviendra plus en détail pour vous présenter l'association. Euh, eh ben, on est ravis ouais, de vous recevoir ce soir. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la- donc on est très heureux, c'est la première fois qu'on s'inscrit vraiment dans cette semaine internationale. Alors, euh, c'est une conférence, donc, comme on le disait, qui est organisée par l'association Justice Autrement, que Thérèse de Villette, qui est ici présente et qu'on aura vraiment l'occasion d'écouter longuement en détail. Cette conférence a été rendue possible grâce à l'accueil des facultés Loyola Paris et on vous remercie beaucoup pour l'accueil, pour le soutien, pour l'organisation. Et même pour les résolutions de problèmes techniques de dernière minute, c'était très précieux. Merci beaucoup. Euh, alors, la justice restaurative, on le voit, c'est un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt, on le voit ce soir, qui plus est, qui a été récemment mis en avant par l'actualité aussi, à l'occasion de la commémoration des attentats du 13 novembre 2005. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un sujet qui suscite de la curiosité. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes là ce soir. C'est un sujet qui suscite des interrogations. Beaucoup se demandent comment ça fonctionne en fait, comment ça se passe concrètement la justice restaurative et aussi au fond comment ça marche et pourquoi ça marche. Donc l'objectif vraiment de cette conférence, c'est d'apporter un éclairage sur cette pratique particulière de la justice. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser les regards de 5 témoins qui vont nous partager leur expérience et répondre chacun de sa perspective à la question: que permet la rencontre entre des victimes et des auteurs? Qu'est-ce que ça autorise comme perspective lorsqu'on ouvre cet espace de dialogue, cet espace d'écoute, cet espace de responsabilisation? Comment est-ce que ça agit sur les trajectoires de vie des personnes concernées? Voilà, c'est à ces questions-là qu'on va essayer de répondre ce soir pendant un petit peu moins de 2 heures. Il y aura 1 heure et demie de prise de parole et puis on espère un bon temps d'échange et de partage. On prévoit une demi-heure de questions. Et pour répondre à cette question, alors qui sont les participants? Donc on a à mes côtés Guillaume Cause, donc on est chez toi Guillaume, qui est professeur de philosophie ici, puis qui se présentera, enfin je le présenterai plus en détail tout à l'heure. On a bien sûr Thérèse de Villette, qui est fondatrice et présidente de l'association Justice Autrement. C'est une pionnière de la justice restaurative et on a beaucoup d'honneur et de plaisir d'être à ses côtés. Nous avons Geneviève Volt, qui est présidente de l'ARCA et qui est également facilitatrice en justice restaurative. Nous avons Betty, pardon, Breslin, qui est ici en tant que témoin qui vient partager avec nous son expérience en tant que victime de justice restaurative. Et nous avons Marc Génin, aumônier des prisons, prêtre orthodoxe, qui viendra lui raconter comment il a accompagné des auteurs, et il sera la voix des auteurs ce soir. Voilà, pour ma part, donc, je suis Arnaud Daffy, je me suis présenté tout à l'heure, je suis médiateur et j'ai la chance de faire partie de cette association Justice Autrement. Euh, voilà, pour les personnes en visio, on vous invite juste à être bien vigilant, à couper vos micros. Si vous avez des questions, alors que ce soit dans la salle ou en visio, alors dans la salle, ça vous va. Et pour les personnes qui sont en visio, n'hésitez pas à mettre les questions dans l'espace échange et dans l'espace de discussion de la visio. Voilà. Voilà pour l'introduction. Pour commencer, un cadre théorique, et c'était intéressant d'avoir Guillaume Cause qui peut nous parler vraiment sur les fondamentaux de la justice restaurative. Alors Guillaume, professeur, docteur en philosophie, spécialiste du pardon, spécialiste de Paul Ricoeur, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le pardon et qui anime également un séminaire autour du pardon. Euh, je te laisserai peut-être en parler plus en détail, qui a publié de nombreux ouvrages qui sont présents à tes côtés, je le vois. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, peut-être plus en détail, sur la justice restaurative et ses origines? Merci Arnaud. Voilà, donc j'ai un quart d'heure pour vous présenter la justice restaurative. Euh, voilà, alors ça c'était... Voilà.
qu'est-ce que la justice restaurative à l'occasion donc de cette semaine internationale de la justice restaurative, la 9e édition déjà. Je commence par quelques mots sur les origines et l'histoire. D'abord, vous avez deux mots qui sont utilisés souvent, justice restaurative ou justice réparatrice. Ça vient de l'anglais, restorative justice. En France métropolitaine, on a choisi justice restaurative. Au Canada, on a choisi de traduire autrement par justice réparatrice, mais c'est la même réalité. Pour parler de la justice restaurative, il y a un ouvrage de référence auquel je reviendrai assez souvent, c'est celui de Howard Zehr, La justice restaurative. C'est publié chez Labor et Fides. La dernière édition, c'est 2024. Ensuite, en vente dans cette maison, c'est dans l'ouvrage collectif qui s'appelle Le pardon dans tous ses états, que j'ai co-édité avec Lorraine Angenot, qui est une psychologue. Il y a l'article de Thérèse de Villette qui présente la justice restaurative, où elle raconte comment elle-même en est venue à cette pratique. Et puis, je signale aussi, c'est en ligne depuis quelques mois, de Sandrine Lefranc et Delphine Griveaux, Pratique et effets de la justice restaurative en France. C'est une grande enquête qui a été faite notamment en collaboration avec l'ARCA, dont on parlera tout à l'heure, et l'IFJR, l'Institut français de justice restaurative. C'est un gros rapport de 325 pages qui fait le point sur la justice restaurative en France. Je signale enfin l'ouvrage de Antoine Garapon, qui est paru récemment, pour une autre justice, la voie restaurative. Alors c'est une vision beaucoup plus large et fondamentale de ce que c'est que ces autres formes de justice, dont la justice restaurative. Je commence par une citation de Howard Zehr. Le champ moderne de la justice restaurative a commencé à se développer dans les années 70 à partir d'expériences menées dans plusieurs communautés composées d'un nombre important de membres ménonites, dans l'Ontario, au Canada, et plus tard dans l'Indiana, aux États-Unis. La justice restaurative doit beaucoup à des mouvements antérieurs et à tout un ensemble de traditions culturelles et religieuses, notamment chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord et de Nouvelle-Zélande. Voilà, ça c'est très important de voir que cette justice-là s'enracine dans des pratiques de différentes cultures qui ont été rassemblées, fédérées par ces groupes de pionniers dans l'Ontario. Et puis, Thérèse peut-être revient tout à l'heure là-dessus, sur les premières expériences en 1974. Et en France, Marc Génin en parlera tout à l'heure, c'est à la centrale de Poissy qu'ont eu lieu les premières expériences de justice restaurative. Je cite Thérèse de Villette, le but de la justice restaurative est de faire émerger l'être de la personne par-delà ce qu'elle a subi ou fait. Ça, c'est vraiment très important comme perspective. Souvent, la question qu'on pose, c'est quel est le rapport entre la justice restaurative et la justice pénale? Alors, je donne quelques éléments rapides. La justice pénale va avoir pour centre la question de la loi et la question de la loi qui a été enfreinte par celui qu'on appelle l'infracteur, c'est un terme technique que je vous propose d'utiliser ce soir. Voilà, et l'infracteur est venu sous la lumière de la loi parce qu'il a enfreint la loi. Et on va rétablir la loi en condamnant l'infracteur. Ça, c'est la justice pénale. La justice restaurative, elle, va mettre au centre du jeu les personnes victimes, les membres de la communauté qui ont été touchés par l'infraction et l'infracteur, voilà, ou les infracteurs. Donc on a deux manières de voir différentes de la justice. Le tableau que je vous donne est un tableau que j'ai repris du livre de Howard Zehr, Autre manière de comparer les deux justices. Le crime est une violation pour la justice pénale de la loi et de l'État, alors que pour la justice restaurative, le crime est une violation des personnes et des liens
interpersonnelles. Ces violations créent pour la justice pénale une culpabilité qui va être établie par le jugement, tandis que pour la justice restaurative, les violations créent des obligations, notamment pour les infracteurs et les communautés. Je vais y revenir. Finalement, la justice pénale exige de l'État qu'il établisse la faute et impose une rétribution, alors que la justice restaurative va faire participer victimes, infracteurs, membres de la communauté, afin de, dit Edward Zer, réparer les torts subis. Voilà, pour présenter globalement les différences. Alors vous voyez que va se poser la question du rapport concret entre les mesures de justice restaurative et la justice pénale. Et il y a plusieurs manières de voir les choses. Vous avez une première manière, en Nouvelle-Zélande notamment, où la justice restaurative est devenue une alternative à la justice pénale. Et en fonction des résultats de ce qui se passe en justice restaurative, le juge va prendre une décision. En France, comme on va le revoir tout à l'heure, la justice restaurative est en parallèle, en accompagnement, avec l'accord du juge, sans qu'il y ait de lien entre ce qui se passe dans la justice restaurative et le jugement. Et puis il y a également des usages de la justice restaurative dans des programmes de transition pour accompagner les sorties de prison. Voilà, donc a priori, en tout cas en France, il n'est pas du tout question que la justice restaurative remplace la justice pénale qui garde son rôle absolument fondamental, qui est, selon Howard Zer, un système fiable pour décider où se trouve la vérité lorsqu'une personne dénie ses responsabilités, ainsi que pour garantir le respect du droit et l'application de la loi selon les procédures prévues. Ça, c'est la justice pénale. Alors en France, la justice restaurative a été introduite dans la loi, à l'article 18 de la loi de 2014. Donc on a l'article 10.1 du Code de procédure pénale qui inscrit les mesures de justice restaurative dans la loi. L'article 10.2 prévoit l'information des personnes victimes par les officiers de la police judiciaire. Et puis l'article 707 indique qu'il y a un droit à la justice restaurative pour les victimes durant la phase de l'exécution de la peine pour l'infracteur. Il n'y a pas d'incidence de ce qui se passe en justice restaurative sur la procédure pénale. Alors je cite Howard Zer, la justice restaurative requiert au minimum que les torts subis par les victimes et leurs besoins soient pris en compte, que les infracteurs prennent la responsabilité de réparer et que chacun, victime, infracteur, communauté, participe à ce processus. Voilà, à nouveau, on voit cette manière de convoquer toutes les personnes qui ont été touchées par une infraction. Alors Howard Zer fait une liste qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui donne une petite indication de ce dont on parle quand on parle des besoins des victimes. Il en cite notamment 4 besoins fondamentaux. Le premier besoin, c'est une information réelle et aussi complète que possible sur l'infraction. Or, une partie de cette information est détenue par les infracteurs, d'où l'intérêt de les faire parler. Ensuite, un besoin de témoignage pour transformer le rapport à l'événement traumatique. Je cite Zer, il est souvent utile que la victime exprime directement à des auteurs ce que cela a signifié pour elle, dans l'espoir de les faire réaliser l'impact de leurs actes. Ensuite, un besoin de responsabilisation à l'encontre de l'expérience de perte de contrôle de leur existence que l'agression a pu être. Voilà, le processus de justice restaurative vise à mettre chacun en position d'acteur. Et puis, un besoin de réparation et de reconnaissance. Réparation matérielle autant que symbolique, qui est la marque concrète d'une reconnaissance de l'existence de l'autre comme personne et non plus comme objet. Voilà, donc ça, c'est les besoins que la justice restaurative a repérés
du côté des personnes qui ont été victimes. Du côté des infracteurs, 4 besoins là aussi, un besoin de responsabilisation par la reconnaissance du mal qui a été subi par autrui et commis par soi. Et j'ai parce que ça me paraît très important, en apprenant des personnes victimes les conséquences que l'infraction a eues pour elles, puisque là, très souvent, elles seules sont détentrices de cette connaissance-là. Ensuite, un encouragement à la transformation de soi, par la reconnaissance parfois de traumatismes passés, la reconnaissance de la nécessité d'un soin, et puis la mise en valeur de compétences que peuvent avoir les personnes, les infracteurs. Besoin de réintégration à la communauté, et puis parfois le besoin d'une sanction, d'un emprisonnement. Les besoins de la communauté a besoin d'être reconnue comme victime. La communauté est une victime. Ensuite, le besoin de construire ou de reconstruire le sentiment d'appartenance et de responsabilité mutuelle. Et puis un encouragement à prendre en charge les obligations de chacun envers notamment les victimes et les infracteurs. Voilà, vous voyez, on identifie comme ça des besoins de tous les partenaires pour essayer d'y répondre au mieux. Alors les buts, c'est une autre manière de redire les mêmes choses, c'est de remettre au centre ceux qui ont été les plus touchés par un crime ou une infraction, de considérer la justice comme un instrument de transformation des personnes, et puis aussi de réduire la probabilité de la récidive. Je cite un chiffre donné par l'ARCA en 2024, avec des récidives de violences sexuelles réduites de 83%. Voilà. Alors les modalités, il y a beaucoup de modalités, j'en cite simplement 3. La médiation restaurative, c'est donc la rencontre entre une personne qui a été victime et son offenseur. Vous voyez ça par exemple dans le film Je verrai toujours vos visages. Et dans le même film, on voit aussi cette autre manière qui sont ce qu'on appelle les ROV, rencontres offenseurs-victimes, qui est la pratique davantage de l'association Justice Autrement, je vais y revenir, et puis d'autres types de justice restaurative sur lesquels je ne reviens pas. Alors, un mot sur les rencontres offenseurs-victimes telles qu'elles se passent dans l'association Justice Autrement. Alors, à qui ça s'adresse? Alors, je vous donne quelques éléments et puis ensuite, Thérèse complétera. Voilà. Ça s'adresse à des victimes et à des auteurs de crimes, alors de crimes graves. Pour Justice Autrement, ce sont plutôt des crimes à caractère sexuel. Et ce sont des rencontres qui vont impliquer également des facilitateurs qui sont formés, notamment par l'ARCA, et des témoins de la communauté. Le processus, ça va commencer par des entretiens individuels de chacune des personnes victimes d'un côté, de chacun des infracteurs de l'autre, avec 2 intervenants de Justice Autrement. Ensuite, des rencontres de groupe pour les personnes victimes ensemble, puis et pour les personnes auteurs ensemble, avant des rencontres. Si chacun, à chaque fois, on vérifie que chacun est prêt pour l'étape suivante, d'accord, voilà, c'est toujours volontaire, confidentiel. Et ensuite, des rencontres, une série de rencontres des 2 groupes ensemble, avec une progression de rencontre en rencontre, et puis à la fin, une rencontre de bilan. Voilà, donc processus basé sur le volontariat, la confidentialité, et réunis par un même genre de délit. Voilà, donc c'est une présentation très rapide, désolé pour la rapidité, mais encore une fois, ceux qui souhaitent aller plus loin, ce petit livre est vraiment très bien, très complet, pas difficile, et vous aurez là tout ce dont vous aurez besoin. Voilà, s'il y a des questions, vous pourrez les poser à la fin. Voilà. Merci beaucoup. C'était très, très précieux d'avoir ce cadrage et cet historique aussi. Merci Guillaume. Nous allons pouvoir accueillir maintenant Thérèse de Villette. On a déjà un peu parlé d'elle. Thérèse est une véritable pionnière de la justice restaurative.
Thérèse, je ne sais pas comment il faut la présenter dans quel ordre. Est-ce qu'elle est religieuse et criminologue ou criminologue et religieuse? Mais en tout cas, elle a ces deux casquettes. Comment ça s'est passé, cette rencontre de la justice restaurative? Je suis arrivée en France en 2016 et 2 ans après, j'entends, il y a une encyclique du pape François, je crois que c'est une encyclique, non, une lettre qui demande de faire quelque chose pour la crise des abus sexuels. Bon, moi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je pourrais peut-être mettre ma compétence au service de cette affaire-là. Et puis, il est arrivé que... Ça va? Vous m'entendez? Oui. Bon. Non, c'est pas bon? Je vois des gens qui peinent. Ça va? Bon. Alors, moi, j'ai été formée à la justice réparatrice, ça s'appelle comme ça, au Québec, dans le cadre d'une maîtrise de criminologie. J'ai pensé, je me suis dit, tiens, ben, je vais pouvoir, avec cette compétence, peut-être essayer de rendre service, quoi. Voilà. J'avais aussi pas mal d'expérience parce qu'après ma maîtrise, j'ai pratiqué beaucoup les rencontres en groupe, les groupes d'agresseurs et de victimes qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas au départ. Je l'ai beaucoup pratiqué, ce genre de choses, dans les pénitenciers près de Montréal. Et ensuite, je me suis dit, ça ressemble étrangement à la justice traditionnelle africaine qui fonctionne par la circulation de la parole. Et du coup, j'ai demandé de retourner en Côte d'Ivoire, que je connaissais bien. Et j'ai fait là 2 projets intéressants dans la grande maison d'arrêt d'Abidjan qui s'appelle la Maca, qui a toute une histoire, cette Maca. Et puis aussi dans un lieu hors prison, à Douékoué, à l'ouest d'Abidjan, qui avait été très, très perturbé par la guerre civile. Donc les agresseurs et les victimes se côtoyaient au marché. Ce n'était pas très, très facile. Et ils ont fait appel à nous, enfin, on avait fait une association, ils ont fait appel à nous pour essayer de se réconcilier. Bon. Alors, en fait, ici en France, c'est à l'occasion d'un article qu'on m'avait demandé pour un livre sur la spiritualité et la médiation. Au moment de la présentation, j'ai dû parler du chapitre que j'avais fait là-dessus. Et à la sortie, il y a des avocats, des psychothérapeutes qui se sont regroupés autour de moi et qui m'ont demandé, enfin voilà, qui se sont intéressés tout de suite. Et comme j'avais déjà cette idée de faire quelque chose, je me suis dit, ben, faisons quelque chose ensemble. Alors, j'aimerais bien qu'ils se lèvent là, tous ceux qui sont de l'association. Pouvez-vous vous lever? Merci. Voilà, qu'on vous applaudisse un peu quand même. Alors, toutes ces personnes sont des gens qui professionnellement sont très pointus, mais qui donnent du temps bénévolement pour cette association. Voilà. Alors, déjà, des personnes victimes, donc on a commencé à se faire connaître, et déjà des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels se sont présentées et ont commencé un cheminement. Elles ont eu beaucoup de patience. Alors, j'espère que bientôt, elles vont pouvoir avoir satisfaction. Parce qu'on a trouvé, ce qui est très difficile, c'est pas tellement de rencontrer les victimes, malheureusement, il y en a beaucoup, mais c'est de connaître les auteurs qui accepteraient de rencontrer des victimes et qui connaîtraient la justice restaurative, car beaucoup ne le connaissent pas. C'est pour ça qu'on développe un peu les activités de sensibilisation à cette réalité. Surtout que, malgré toutes nos démarches, nous avons constaté que nous ne pouvons pas faire ça à l'intérieur des établissements carcéraux parce que le ministère de la Justice se réserve cette exclusivité. Voilà. Alors, je ne veux pas répéter ce que Guilhem vient de dire. Je voudrais simplement vous rappeler
une chose importante, parce que c'est un peu particulier, qui sont les acteurs de la justice? Ce sont les offenseurs et les victimes. Je parle d'offenseurs parce que précisément, comme vous l'a dit Guilhem, il s'agit d'une offense faite à une personne ou à un groupe, beaucoup plus qu'une infraction à la loi. Donc, au centre de la justice réparatrice, ce sont les personnes. Les acteurs de la justice réparatrice, ce sont les victimes et les offenseurs. Ce ne sont pas les animateurs. Les animateurs sont des facilitateurs de la parole. Ce ne sont pas non plus les témoins de la société, mais ils sont là, très importants. Ils sont très discrets, ils participent, mais ils représentent justement le fait que la société attend ces personnes qui sont victimes et agresseurs pour qu'elles reprennent leurs responsabilités dans la société. Et pour signifier aussi que la société est co-responsable, très souvent, de loin bien sûr, souvent, de ces agressions qui se sont commises. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, ce que j'ai pu constater, je vais vous le dire d'abord, je vais constater sur moi-même. Je ne suis pas une victime d'abus sexuels, mais je suis une victime de meurtre. Une victime, on appelle ça secondaire de meurtre, c'est-à-dire proche de quelqu'un qui a été, quelqu'un de très proche qui a été assassiné. C'est mon cas. Une jeune sœur de ma communauté, Xavier, a été assassinée au Tchad et par un sorti de prison, parce que moi je visitais la prison à ce moment-là, en plus de ma responsabilité pastorale, je visitais la prison et je m'étais occupée de quelqu'un. Et puis, bon, il a fini par voler dans la prison, dans la mission. Donc, je lui ai dit, je peux plus travailler avec toi. Donc, il a été extrêmement frustré de ne plus être mon homme de confiance. Et a-t-il dit, en tout cas, je pense qu'il a été manipulé, mais je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, il a dit qu'il voulait se venger de moi sur ma petite sœur. C'est un mode de vengeance beaucoup plus efficace, paraît-il, que de venir vous attaquer vous-même. Je le crois, c'est bien, mais heureusement, j'étais... enfin, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, j'ai été protégée sûrement. Mais en tout cas, j'ai dû fuir le pays. Et c'est là que j'ai trouvé au Québec, j'ai découvert au Québec la Semaine nationale de justice restaurative, comme aujourd'hui, comme maintenant. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et j'ai été voir, et c'est comme ça que j'ai entrepris de faire des études, malgré mon âge, pour connaître ce que c'était que cette justice restaurative. Donc, ce que je vais vous dire, c'est à la fois mon expérience de résilience personnelle, parce que j'ai participé moi-même à des groupes, j'étais en face de 4 meurtriers, pas que ça, j'avais avec moi d'autres victimes. Et on a pu échanger comme nous le faisons maintenant, enfin, comme nous le faisons dans nos rencontres. Mais surtout, je vais vous parler aussi de, merci, de, de ce que j'ai moi vu, enfin, et entendu plutôt, merci, dans ces rencontres. J'ai quand même 18 ans, je sais pas, j'en ai fait ça pendant 18 ans, alors oui, j'ai un petit peu de... Mais j'ai pas tout noté, naturellement, alors. Donc, ce qui me paraît intéressant, ce qui me paraît transformateur plutôt, dès qu'on s'adresse aux personnes en tant que blessés ou en personnes en tant qu'auteurs de blessures, et on leur demande, leur propose de se rencontrer. La rencontre humaine est déjà, c'est Lévinas qui dit ça, c'est une responsabilité. L'autre, tu deviens responsable de l'autre que tu rencontres. C'est exactement ce qui se passe. Au début, ils ne se connaissent pas, c'est froid. Ils sont là à se dire c'est qui, c'est quoi. Et puis,
je constate, c'est très très curieux, à la troisième rencontre, on ne sait plus qui est victime et qui est agresseur. Parce que ce sont des personnes qui se sont reconnues comme des personnes. Et à ce moment-là, les étiquettes victimes, offenseurs tombent, évidemment. Et il y a eu déjà quelques liens qui se sont créés entre les personnes de ce groupe-là. Voilà. Alors, la démarche aura réussi si les victimes, en sortant d'une session de ces 6 rencontres à peu près, hein, de 3 heures, si ces victimes se libèrent de cette stigmatisation sociale qu'elles ont sur la tête, hein. Elles sont plus les victimes, elles ne sont plus, ils ne sont plus des offenseurs, ils sont des personnes. Or, c'est difficile, quand on est victime, de se dégager de la culpabilité. Vous vous rendez compte, moi, c'est à cause de moi que l'autre a été tué? Non mais dis donc. J'arrivais à se déculpabiliser. Très souvent, une victime d'abus sexuels croit aussi que c'est elle, c'est de sa faute. Or, elle va pouvoir en parler. Et c'est l'efficacité de la parole qui est transformatrice. La parole, pas seulement à cause de son contenu, mais du fait de son émission, comme un cri d'enfant ou un soupir d'un mourant. La parole, elle est active en tant que... Il y a quelque chose qui sort, quoi. Or, d'où vient le mal-être que l'on porte quand on est victime? C'est qu'il y a quelque chose enfermé en soi depuis des années parfois. J'ai eu des victimes qui m'ont dit, il y a fait 36 ans que j'en ai pas parlé. 36 ans. Des victimes d'inceste. Tout d'un coup, il faut que ça sorte. Et il y en a une qui me dit, enfin, je peux mettre sur la table ce que je garde secret depuis tant d'années. Au point que je ne savais même plus si c'était vraiment d'imaginaire, si vraiment ce que je pensais que c'était vrai ou pas. Vous voyez, une espèce de flou qui s'installe dans l'imaginaire. Et la personne aussi, la plupart, le mot qui vient la plupart du temps, c'est le mot libération. Hein. Et elle est mise en confiance, la victime. Elle s'exprime plus facilement. Elle peut faire mémoire des faits et leurs conséquences, des émotions, pas simplement dans un entretien avec un psychothérapeute, mais avec des personnes qui sont semblables à leur bourreau, à la personne. Alors, comme je vous le disais, par exemple, Colette, elle a dû garder 36 ans le secret de l'inceste qu'elle avait subi par son père, et elle a pu crier un jour. Je cite souvent ça, mais comme si elle crachait un venin. Elle a dit à l'un des offenseurs qui étaient en face d'elle, avec qui il y avait une certaine relation déjà qui s'était créée, de sympathie. Elle lui dit, tu veux savoir qui tu es, toi? L'autre le regarde, oui. Ben, je suis là pour ça, dit l'autre. Hein. Ben, je suis là pour ça. Eh ben, tu es un chien sale. Un chien sale. Il y a eu un silence dans le groupe. Ça m'a énormément marqué parce que je me suis dit, voilà, elle venait de sortir ce qu'elle avait de pire en elle et elle m'a dit après, si tu savais, c'est comme un manteau trop lourd qui me tombait des épaules. Voilà. Donc c'est surtout cet aspect de libération. Et à la fin de la session, cette même personne, elle a eu le courage de téléphoner à son père. Il lui a dit, écoute, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se parle. Parce que, tu vois, je viens de suivre quelque chose, c'est très intéressant, il faut qu'on se parle. Oh, de quoi? Bon, il dit, écoute, ça suffit, c'est du passé. Elle a répété 2 fois son appel, il a fini par accepter. Elle m'a dit, on a passé 2 heures incroyables, incroyables. Et tous les deux, on a été libérés de se comporter en nous-mêmes. Donc c'est vraiment le mot clé que j'entends la plupart du temps.
Et il y a même certaines... donc d'autres aussi, un autre effet, si vous voulez, c'est que la personne qui a été victime est souvent écrasée, hein. Il y a un déséquilibre dans le crime. Il y a quelqu'un qui écrase l'autre. Donc elle reprend sa place, elle est capable de se remettre debout, un peu, quoi, et elle reprend confiance en elle-même. Une disait, écoute, j'étais une femme soumise, je disais rien, je n'avais pas d'initiative. Ben maintenant, je suis capable de dire non. Vous voyez, elle retrouve quelque chose de sa féminité, voilà. Et ça, c'est et de sa personnalité, en fait. Donc, c'est autour. Et même certaines retrouvent une certaine identité corporelle. Il y en avait une qui avait compensé son mal-être pas en mangeant beaucoup. Alors, elle est devenue un peu obèse, quoi. Et puis, empêtrée un peu dans son corps. Et ses collègues de travail lui disent, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu es élégante, tu es allègre. Et elle nous a rapporté ça. Donc, même physiquement, il y avait une transformation qui s'était produite. Bon. Et lui, l'offenseur, de son côté, il fait une expérience inédite. Vous savez qu'il y a beaucoup d'offenseurs qui n'ont jamais vu de victime. Il y en a un qui m'a dit, moi je ne connais pas. Jamais vu de victime en chair en os, je ne sais pas ce que c'est. Donc pour eux, c'est déjà une nouveauté énorme. Et ils craignent, hein, vous savez, ils craignent d'arriver en face des victimes. Et en plus, mais il est reconnu comme une personne précisément, et non pas comme un offenseur au départ. Et il doit parler de lui. Il doit parler pas seulement de ce qu'il a fait comme acte criminel, mais d'abord, c'est lui qui doit parler. Ce n'est pas un avocat, ce n'est pas quelqu'un d'autre. La plupart du temps, les condamnés, enfin les prévenus ne comprennent pas grand-chose au langage des avocats. Et là, c'est lui qui doit trouver ce qu'il a fait. Et il se trouve encouragé par les autres aussi, les autres agresseurs qui sont là. Et il a aussi à parler, plus exigeant pour lui, de ses émotions. Et du coup, il se sent petit à petit responsable, au sens fort du terme, de ce qu'il a fait. Et c'est cela qui est transformateur. Donc, je pense que les uns et les autres, ils se libèrent. Alors lui, entre autres, l'offenseur, vous savez que c'est très difficile d'être accusé et d'être condamné. Donc, on se fabrique beaucoup de défense intérieure. Il va falloir les libérer de ça. Moi, c'est une chose qu'on me redit tout le temps. Les prêtres condamnés, c'est tellement choqués d'être condamnés qu'ils sont dans le déni complet. Dans le déni. Comment on va sortir de là? Il faut un minimum quand même, accepter un minimum d'avoir fait quelque chose, quoi. Voilà. Donc, puis souvent ils disent, bah, c'est à cause de... Ah ouais, c'est à cause. Quand une victime lui dit, mais c'est à cause de quoi, hein? C'est vraiment le jeu d'échange entre la victime et l'agresseur qui est transformateur. Et cela peut, comme le dit l'ARCA, freiner la récidive. Freiner la récidive. Vous savez le film « Je verrai toujours vos visages ». Je crois pouvoir dire que le titre a été inspiré à Jeanne Herry, qui est venue me voir 2 ans avant de commencer son film. Je lui ai raconté l'histoire d'un voleur professionnel qui m'a dit, après la justice restaurative, m'a dit, tu sais, il faut que je te dise, mais j'avais tellement besoin d'argent en sortant de prison que je me suis dit, je vais faire une station. Je vais faire une station, ça veut dire que je vais aller
prendre la caisse d'une station-service. Et là, bon, ben, c'est bien, mais je suis arrivée, puis c'était la nuit, là, puis j'ai vu un petit peu à travers à travers le voilage, là, j'ai vu la silhouette de la fille qui était là. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible! Elle ressemble à Jacqueline!» Jacqueline, c'était une fille qu'il avait vue dans les rencontres. C'était pas du tout la caissière, mais elle lui ressemblait. Il a fait demi-tour et il est reparti. Je verrai toujours vos visages. Voilà. Voilà. Alors, je crois que tu as fini. Bon. Je- En tout cas, je voulais simplement quand même dire, je voudrais quand même dire, c'est que la société, donc nous quoi, l'entourage est vraiment aussi partie prenante de la justice restaurative. Je crois que Guilhem l'a bien dit. Et puis, je pense que, enfin, je sais pas, euh, pour nous chrétiens, quand Saint Jean dit la vérité vous rendra libre, est-ce que c'est pas ça? C'est bien une libération, non? La parole est vie, c'est exactement la même chose. C'est comme ça que j'entends, en tout cas. Alors voilà, je vous souhaite de ruminer ça, si vous voulez. Merci beaucoup, Daz. Je vais appeler sur scène Geneviève Volt. Geneviève Volt, qui est présidente de l'ARCA. On vous a beaucoup parlé de l'ARCA ce soir. Euh, L'ARCA, qui est une organisation qui fait référence en France aujourd'hui sur les sujets de justice restaurative, qui forme également les membres de l'association Justice Autrement. Euh, donc Geneviève, vous êtes présidente de l'ARCA, Oui, facilitatrice également en justice restaurative. tout à fait. Et également, vous avez aussi vous-même vécu, je crois, vous avez vécu des rencontres restauratives. Donc, Je vais vous on vous, parler de tout ça. et vous allez nous parler de tout ça. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut remettre la lumière, toute la lumière? Il y a- On va commencer dans la pénombre, ça nous mettra l'ambiance. En tout cas, merci pour ce magnifique document, pour la musique, pour la peinture, pour tout, parce que c'est vraiment c'est beau. Ça m'a un peu cueilli. Bon, je vais essayer de sortir de mes émotions. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à votre association de nous avoir invités à cette soirée pour parler de justice restaurative. Donc, je suis la présidente de l'ARCA. Donc, l'ARCA, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en, en 2008, pardon, dont le siège est près de Tours. Cette association a été créée, il faut quand même que je vous fasse rire un petit peu, par Monsieur Dieu, qui est notre directeur. Voilà. Donc, l'action de l'association s'articule autour de 3 pôles complémentaires qui en constituent le socle: la clinique, la recherche et la formation. Clinique qui regroupe des prises en charge thérapeutiques et des suivis d'obligations de soins et d'accompagnement juridique également. Le pôle recherche, donc les travaux de l'ARCA portent sur des thématiques variées: la criminologie, la justice restaurative ou encore le développement d'outils innovants. Parmi ces derniers figure Fred, dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure, qui est un dispositif de réalité virtuelle, bon, je vous expliquerai un petit peu de quoi il s'agit. Donc dans le cadre de développement, d'outils, on travaille avec, pas mal d'universités françaises et européennes, ce qui nous permet d'articuler de façon étroite recherche académique et pratique de terrain. Alors, l'ARCA propose de nombreuses formations dédiées à des outils et des méthodes d'accompagnement pour auteurs et victimes d'infractions. La formation touche aussi directement la justice restaurative. Donc, l'ARCA propose en effet des parcours spécifiques autour des médiations restauratives, parce qu'il faut savoir il y a pas mal de façons de faire de la justice restaurative actuellement en France. Donc, il y a les médiations restauratives, c'est ce qu'on pratique le plus aujourd'hui à l'ARCA. Des programmes de parrainage de désistance ou des programmes de parrainage de résilience. Donc les programmes de parrainage de résilience sont pratiques aussi à l'ARCA. De l'utilisation de l'outil FRED dont je vous parlerai, dont j'ai bénéficié moi à un moment donné aussi. Alors on utilise aussi des formations sur, l'approche restaurative préparatoire en groupe.
Donc on a créé, autour de tout ça, une plateforme de justice restaurative qui a été créée il y a quelques années. En 2010, l'ARCA a mené ses premières expérimentations en médiation restaurative. Donc ça a emmené à créer une plateforme. Donc cette plateforme permet d'accueillir, d'orienter et d'accompagner des victimes et des auteurs souhaitant s'engager dans un processus restauratif, pardon, de mettre en relation grâce à une base de données. Donc on a une base de données de participants à des mesures de justice restaurative qui sont des auteurs, des victimes, des gens qui veulent participer. On va pouvoir les mettre en relation, pour éventuellement des dispositifs restauratifs. Donc on travaille avec, un petit peu, tout le PIP, avec des gens qui travaillent autour des victimes et des auteurs. On peut être sollicité par des assistantes sociales, par des psychologues, par des CPIP, et cetera. Est-ce qu'il faut peut-être préciser ce que sont les SPIP pour toujours, il y a des gens qui sont familiers du droit, peut-être d'autres qui sont moins sur les. C'est des services pénitentiaires, en fait, c'est des responsables de services pénitentiaires qui accompagnent des auteurs. Voilà. Donc voilà, on fait dans les formations qu'on propose, on propose aussi beaucoup de supervision, ce qui aujourd'hui nous paraît, vraiment essentiel. C'est de superviser les gens qu'on a formés. On a créé une formation de superviseurs, du coup des gens qui deviennent superviseurs de gens qui sont formés, parce que c'est en train de s'ouvrir beaucoup, de se développer. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Pourquoi je suis arrivée à l'ARCA? Eh bien, au départ, c'est parce que j'ai été victime d'inceste. J'ai été abusée par 2 personnes de ma famille, donc je ne vais pas vous raconter ma vie, ça a été un petit peu pénible. À 50 ans, je me suis dit: «Là, c'est marche ou crève, soit tu t'en sors, soit ça se termine là». J'ai rencontré un psychiatre génial qui m'a vraiment bien accompagnée. Et à un moment donné dans mon parcours, j'ai créé un groupe de parole de victimes d'inceste, et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Erwan Dieu, qui m'a parlé de son association. Donc on est restés en contact, on a commencé à travailler ensemble, avec l'association, il est intervenu auprès de nous, et cetera. Et puis à un moment donné, il y a eu un colloque sur la justice res un congrès sur la justice restaurative à Tours, et il m'a proposé de venir, et à la suite de ça, il m'a dit: «Écoute, à titre expérimental, à Tours en ce moment», donc là on était en 2014, la justice nous propose de faire des expérimentations, de rencontres auteurs-victimes de faits, divers et variés, et est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu penses que tu voudrais participer à ce genre de mesures, et cetera? Donc j'ai un peu réfléchi, j'en ai parlé à mon psychiatre qui m'a dit: «Mais alors là, foncez, si vous pouvez le faire, ça sera formidable». Bref, et c'est Erwan Dieu qui m'a accompagnée pendant plusieurs mois avant de rencontrer un auteur. J'avais, c'était il y a 10 ans, hein, donc j'étais déjà pas mal âgée. Hem, j'ai je suis arrivée le jour de la rencontre en me disant: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» J'étais à l'ARCA, on m'a installée la première dans une pièce, et je me suis dit: «Mais, est-ce que j'ai bien fait de venir?» Bon, j'étais en sécurité, je savais que les gens qui m'accompagnaient étaient des gens bienveillants. J'ai vu cet homme arriver, excusez-moi, il y a toujours beaucoup d'émotions, c'est plus fort que moi, en fait. J'ai vu cet homme arriver, je lui ai pas dit bonjour, hein, je l'ai pas regardé, je me suis un peu renfrognée, et puis on a commencé à échanger, donc j'ai beaucoup parlé de ce qui s'était passé pour moi, des conséquences sur ma vie, des difficultés que ça va entraîner, et j'avais beaucoup de colère. J'étais très, très en colère à ce moment-là, et je lui ai dit: «Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait à votre fille, du mal que vous lui avez fait?» Enfin, j'étais assez vindicative, et à un moment donné, il s'est mis à pleurer, et il m'a dit: «Madame, je dois être un monstre à vos yeux?» Et non, en fait, c'est pas vous qui êtes un monstre, c'est ce que vous avez fait qui est monstrueux. Et bah, ça a été le moment le plus important pour moi, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai vu un être humain en face de moi, j'avais plus vu, enfin, c'était plus un monstre. Alors c'était une rencontre indirecte, hein, c'était pas un de mes auteurs. Je l'ai accepté parce que, bah, d'abord, il y a un des auteurs qui était décédé et l'autre qui était pas en capacité
de, de participer à une rencontre. Enfin voilà, j'ai pu parler, j'ai pu dire, j'ai pu enfin m'exprimer, j'ai pu être entendue. J'avais parlé à l'âge de 5 ans, mais personne n'a rien entendu. Donc voilà, quelques années après, je suis sortie de cette rencontre, c'était incroyable, hein. Physiquement, j'avais l'impression de voler tellement je me sentais bien. J'étais allégée d'un poids incroyable. À la suite de ça, dans mon accompagnement de victimes en groupe de parole, j'avais pas l'impression d'être toujours très légitime et on a beaucoup échangé là-dessus avec l'ARCA et à un moment donné, on m'a proposé de participer à un travail avec du coup Fred, cette application de. Donc je me suis retrouvée, avec un casque et des joysticks dans les mains, en me disant, «Ouais, je suis en train de faire comme mon fils là». Voilà, et donc après un certain nombre de préparations, puisque tout ça, ça prend du temps, hein, j'évacue toute la période, temps qui est quand même très importante, mais bon. J'ai, on m'a proposé de créer un avatar de l'enfant que j'étais, de la petite fille que j'étais avant les faits. D'expliquer avec les outils qu'on nous propose, donc on a des sphères transparentes dans lesquelles il y a des dessins de maisons, d'amour, de travail, d'un tas de choses. On peut aussi écrire dans ces sphères en fonction de nos besoins. Donc j'ai pu décrire autour de cette petite fille ce qu'il y avait, ses envies, quand elle était avant les faits, qu'est-ce qu'elle avait envie de devenir, qu'est-ce qu'elle avait envie de faire, et cetera. Et puis ensuite, quand j'ai eu fini de préparer cette petite fille, j'ai pris un avatar de moi adulte. J'ai raconté aussi avec ces sphères tout ce qui se passait pour moi, tout ce qui s'était passé, comment j'avais fait pour en arriver là, tout ce qui m'avait aidé, tout ce qu'il y avait de bon autour de moi. Et ensuite, on m'a proposé de faire un échange avec cette petite fille. Donc, je suis allée vers cette petite fille et je suis allée lui expliquer qu'en fait, bah, elle y était pour rien dans tout ça, qu'elle était trop petite pour dire non et que, bah, il fallait qu'elle se pardonne. Voilà. Donc cette rencontre-là a été, pour moi, un moyen de devenir légitime et peut-être que c'est ce qui m'a permis après d'arriver à l'ARCA comme bénévole et puis ensuite de me former comme facilitatrice en justice restaurative et puis d'avoir la grande chance d'être devenue présidente. Voilà. Donc je suis facilitatrice en justice restaurative et j'ai eu le grand bonheur d'accompagner Betty, qui va venir vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour elle. Merci beaucoup, c'était très touchant et ça permet de mettre en mots ce dont nous parlait Thérèse tout à l'heure sur cette dimension de libération et de venir vous apporter ce témoignage d'une rencontre que vous avez faite. Oui, bonsoir à tous. Je suis très, très émue, surtout suite à tout ce qui a été, dit juste avant et la vidéo. C'est quand même très émouvant tout ça et très impressionnée. C'est la première fois que je peux partager mon histoire, venir témoigner et c'est vraiment important pour moi de pouvoir partager ça avec vous ce soir. Donc merci, de votre invitation. C'est c'est très beau pour moi. Donc en mars dernier, j'ai eu la chance, grâce à Geneviève, de pouvoir rencontrer du coup l'homme qui a détruit ma vie et celle de ma famille, voilà, des années auparavant. Ça a été un parcours, incroyable, inimaginable, je pense qu'on peut le dire et comme le dit Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont. Cette citation, c'est vraiment ce qui représente, ce que j'ai vécu. Ouf, allez, on y va. OK. Alors, j'ai commencé par le commencement, hein, comment j'en suis arrivée là. J'ai 9 ans, c'est bientôt Noël et et il est tard. En fait, j'attends mon père avec ma mère, comme tous les soirs, qui rentre du travail et ce qu'il y a, c'est que ce soir-là, il tarde. Voilà, on voit les heures qui passent et on commence à s'inquiéter évidemment et le téléphone sonne
téléphone fixe à l'époque, hein. Et, hem et je vois ma mère qui hurle, qui pleure et c'est comme ça que je comprends que mon père a été assassiné, en fait. À demi-mot, pas peut-être pas exactement dans le cadre où on voudrait apprendre ce genre de choses. Bon, il y a pas vraiment de cadre, je crois, mais voilà, c'est un choc. Ça a bouleversé une vie, ça bouleverse une famille. Il y a pas, tout s'effondre, en fait, à ce moment-là. Il y a pas d'autre mot, il y a pas d'autre chose. Donc voilà, je vous passe les détails, hein, de l'enfance, de la douleur, du vide, de tout ce que ça entraîne. J'ai pu rencontrer, du coup, l'assassin de mon père au tribunal. Hem et du coup, mon avis est un peu partagé sur ce sujet. Je sais que c'est très important le tribunal, hein, pour la société. Le fait qu'il soit puni, qu'il soit reconnu pour la société, c'est très important. Mais pour moi, en tant qu'individu, en tant que personne, à ce moment-là, ça répond absolument pas à mon besoin. Je je suis dans une pièce de théâtre, je vois des gens qui sont là, qui parlent à la place de d'autres, qui font figuration, mais il n'y a rien de vrai, en fait, ni pour les auteurs, ni pour les victimes. Mais c'est un jeu auquel il faut jouer, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc voilà, je continue ma vie, pas le choix. Faut bien avancer, donc je mets tout ça de côté parce que je dois avoir 12 ans, 14 ans peut-être à l'époque, donc j'ai pas l'âge pour pouvoir digérer tout ça. Donc je mets ça dans une petite boîte et je continue ma vie, j'ai une vie, j'ai mon premier travail, j'ai mes premiers copains, j'emménage avec lui, j'ai un chien, enfin vraiment j'ai une vie tout à fait normale. Et ce qu'il y a, c'est qu'on arrive à 30 ans, on a tout ce que la vie normale nous dit qui est très bien et en fait, on n'est toujours pas heureuse. C'est vraiment cette impression que, voilà, les codes qui sont classiques ne fonctionnera pas. Il faut d'abord réparer autre chose. Donc on rouvre la boîte, on va voir les psys, on va voir les thérapeutes, on va voir beaucoup de choses pour apprendre sur soi, pour développer. Et je fais du yoga aussi en parallèle. Voilà, j'y viens, ça va venir le pourquoi. Ça m'apprend, je continue à apprendre sur moi et je veux apprendre plus sur le yoga. Et du coup, je fais une formation. Je fais une formation de professeur de yoga. Je pars en Inde 15 jours dans un lieu incroyable au pied de l'Himalaya, au bord du Gange. C'est quelque chose magique là-bas, où on ressent effectivement certaine puissance, une certaine force. Et je rencontre des gens qui ont pratiqué le yoga en tant que professeur en prison, qui ont fait partie de la justice restauratrice au Canada. Et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure des conversations avec eux, que me revient l'envie de rencontrer l'auteur, de rencontrer l'assassin de mon père. J'avais eu l'envie dès le départ, dès qu'enfant, on m'a dit, voilà, l'auteur a été arrêté, j'avais eu envie de le rencontrer. Le problème, c'est que j'ai 9 ans, on ne fait pas ça, hein. La justice vous l'explique très très bien que c'est pas possible, il n'y a rien de possible là-dessus. Donc, donc voilà, l'envie revient. Euh, Pardon, je suis perdue. Donc je rentre à Tours et je rencontre Geneviève parce qu'elle fait partie de l'association de justice restauratrice à Tours. Et on commence le parcours, les questions, la remise en question, et ça aide, toutes ces questions aident à prendre du recul en fait sur ce que j'ai vécu parce que comme le dit Thérèse, je suis aussi que victime secondaire. Je ne suis pas la victime principale. Et de faire ce pied de côté, ça me permet de mettre de la perspective aussi sur ce qui m'est arrivé, de reprendre les choses, de prendre du recul. Et moi, je suis persuadée à ce moment-là que je ne peux pas rencontrer l'auteur. Parce que, je ne sais même pas s'il est en prison, il y a une vingtaine d'années qui se sont passées, je ne sais pas où il est. Je, je me dis, ma dernière image, c'est quand même un homme qui est au tribunal, qui est un peu fanfaron, qui n'a jamais avoué les faits. Donc réellement, je pense pas qu'on puisse le rencontrer. Soit la justice, de toute façon, fera en sorte que ce soit pas possible,
soit même si par hasard on arrive à le retrouver, je comprenais pas comment un auteur pouvait avoir envie d'avoir bah, tout ce qu'il a fait juste en face de lui, en fait, effectivement. Enfin, je pensais pas qu'il pouvait dire oui, vraiment pas. Mais bon, heureusement Geneviève est là et elle fait le boulot, elle y va, elle va chercher tout ce qui, où est-ce qu'il est, toutes les personnes qui peuvent me renseigner, ça prend beaucoup de temps. En attendant, moi je suis toujours dans ma formation de yoga en même temps et je choisis un sujet de mémoire et mon sujet de mémoire ce sera sur le pardon. Euh, toute cette recherche, toute cette lecture autour de ce sujet m'aide encore à avancer, m'aide encore à comprendre, à mettre de l'humain, effectivement. Je pense que c'est le principal qu'il faut, à ouvrir l'esprit, à ouvrir le cœur pour comprendre un peu tous les travers de cette humanité, peut-être. Et quelques mois plus tard, Geneviève me dit, mais on l'a retrouvé, on a trouvé l'auteur. Le problème, c'est qu'il n'est plus en prison, il est en EHPAD. Et oui. Et en fait, il a des problèmes de santé, il est dément. Donc, de nouveau, re-question, est-ce que j'ai envie de faire cette rencontre dans ces conditions-là, vu que je ne sais pas du tout dans quelle proportion il pourra répondre à mes questions, comment cet échange sera possible. Et finalement, il y a cette force qui nous dit qu'il faut y aller quoi qu'il arrive. Alors, on y va. Geneviève me prépare, elle me pose toutes les questions. Je crois qu'on s'est posé vraiment toutes les questions possibles sur ce qui allait pouvoir se passer pendant cette rencontre. Et même en se posant toutes les questions, on n'avait pas deviné ce qui allait se passer. Donc voilà, nous voilà partis. On fait 6 heures de route ensemble. Et juste avant d'arriver, de rentrer, je commence quand même un peu à avoir les émotions, l'angoisse qui monte, hein, on comprend bien. Et donc je demande une petite pause et on est à l'extérieur, donc je profite un petit peu du paysage magnifique qu'on a à ce moment-là, avec le fleuve à côté de moi. Et j'essaye de m'ancrer dans ce moment parce qu'en fait, je ne veux pas le louper. Je sais que j'ai qu'une seule chance, en fait. Je n'ai pas d'autre. Donc j'essaye de bien respirer, de me recentrer, de savoir pourquoi je suis là. Et je prie. Je ne suis pas une très très grande croyante non plus, je ne suis pas une très grande pratiquante, mais je crois que dans ces moments-là, c'est tout ce qui nous reste réellement. La prière, c'est la seule chose qui nous reste pour trouver la force, pour trouver l'élan qui va d'aller plus loin. Et donc on y va. Et on arrive à l'EHPAD, très belle EHPAD, très sympa. On est très très bien accueillis. Le personnel a tout fait pour que ça se passe bien. Donc ils ont installé un petit salon. Ils ont trouvé un endroit plus intimiste. Et donc j'ai pu rentrer et je l'ai revu. Et ce n'était pas le même homme. Enfin, j'ai vu un vieillard en fait qui m'a regardé avec ses grands yeux bleus et qui s'est mis à pleurer directement en me voyant, qui n'a même pas parlé ou quoi que ce soit. Et je sais même pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je vois cette personne, je la reconnais, je sais qui c'est. Et en même temps, c'est un humain en fait. Il n'est plus, effectivement, il n'est plus le monstre qui avait détruit mon enfance. Il n'est plus, c'est juste un homme, juste là, petit en plus. Et voilà, donc je m'assois, évidemment, hein. Il parle très très peu parce qu'effectivement, il est quand même atteint de démence, hein, assez avancée. Il a quand même vécu, bon, il a quasiment vécu toute sa vie en prison, entre guillemets, hein, mais quand même beaucoup, beaucoup. Donc il a perdu certains usages, certaines façons de communiquer avec les hommes, avec les personnes, avec des femmes même. Donc il fait que quelques gestes, quelques mots. On arrive à avoir des échanges plus avec le personnel soignant qui le suit et qui m'explique du coup tout ce qui a été sa vie en prison, pourquoi il est arrivé là, et elles remettent du contexte. Elles arrivent à communiquer un minimum avec lui. Et avec quelques mots, après quelques échanges, il arrive quand même à dire qu'il regrette.
je ne savais pas qui, je ne savais pas. Je ne savais pas, donc je, je suis restée là à, à juste essayer de comprendre ce qu'il avait dit, à être sûre que de ce qu'il avait dit. Et, euh, et voilà, la conversation reprend. Heureusement qu'il y a du monde à ce moment-là autour de nous pour nous soutenir, parce qu'on a cette sécurité, ce fil où on sait que quoi qu'il arrive, les mots qu'on voulait dire ou ce qu'on voulait faire, elles seront faites parce que eux sont là en tant que gardiens pour ça. Et c'est très important. Donc, les choses reprennent. Et il me regarde encore, et il pleure. Et à ce moment-là, j'ai encore de nouveau cet élan vers lui et je viens m'agenouiller à ses pieds. Je lui prends les mains et il y a à ce moment juste pour nous où je lui dis que je le pardonne. Et je pense qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Pour, c'est un moment suspendu entre nous. C'était, c'était exceptionnel, mais c'était très beau. C'est une rencontre qu'on ne peut pas imaginer et que j'aurais pas pu imaginer autrement. Euh, voilà, principalement. Merci beaucoup pour ce témoignage, d'avoir repris le courage de parler dans cette grande salle. Est-ce qu'il y a besoin que je dise les effets positifs aujourd'hui? Ah, avec grand plaisir, hein. On a le temps, on est bien. On est bien? Ouais. On a le temps? Ok. Je vais reprendre parce qu'effectivement, je pense que une libération, c'est vraiment le terme. C'est, je pense que c'est même le premier mot quand je suis sortie de la salle et qu'on a commencé à échanger. On m'a demandé ce que je ressentais et je pense qu'effectivement, c'était ça, une grande libération. Aujourd'hui, je peux dire que effectivement, je peux être de nouveau qui je suis, reprendre ma place, ma légitimité. L'enfant qui a été blessé à ce moment-là, euh, cette partie de moi, en fait, d'enfant qui a été blessé, il a vraiment pu être guéri. Il a pu s'épanouir et reprendre la place qu'il devait être sienne. Et j'ai pu reprendre du coup ma place qui était la mienne. J'ai pu, oui, c'est hyper important en fait. J'ai pu reprendre le fil de mon histoire. Aujourd'hui, je suis plus une victime, je suis plus, enfin si toujours, mais j'ai une voix, un poids. J'ai, je reprends le contrôle de ma vie complètement. Je n'ai plus de boulet à mes pieds et je peux avancer. C'est ça qui est important. Je suis vraiment en paix avec mon histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous la partager. Chose que j'aurais pas pu faire il y a encore quelques temps, ça c'est sûr. Et, et je pense que remettre de l'humain, c'est très important parce que c'est ce qui nous relie tous. C'est cette compassion qu'on a entre chaque être humain. Et, et la compassion, c'est ce qui va vraiment nous aider à nous ouvrir à cet amour qui est entre nous tous. Je ne lui souhaite pas, je ne lui souhaite pas tout le bonheur du monde, hein, faut pas exagérer. Mais je lui souhaite plus de mal, en tout cas, ça c'est sûr. Il a été puni, il a ce qu'il a eu mérité. Et je ne suis pas là pour juger, en fait, aujourd'hui. Je ne suis pas juge et ce n'est pas mon rôle. Mais remettre de l'humain, c'est la seule chose qui est vraiment importante, en fait. Remettre du cœur, en fait, dans tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Notre dernier témoignage, Marc Génin, il s'est présenté à moi comme un jeune prêtre orthodoxe. Il va nous expliquer tout ça. Et entre autres, ce qui va être intéressant, Marc, c'est d'avoir ton témoignage de la façon dont tu as accompagné les auteurs dans une expérimentation dont Guillaume nous a parlé tout à l'heure, qui est une expérimentation un peu phare en France en 2014,
à la prison de Poissy et Marc était à l'époque aumônier de cette prison. Donc, alors, Merci. Je suis impressionné d'être dans cette salle et puis peut-être tout le monde en ligne. Thérèse m'a demandé de porter euh, de ce qui se passe du côté des auteurs dans le partage de ce soir. Comme le dit Arnaud, c'est le hasard qui m'a amené au ministère sacerdotal, c'est le hasard qui m'a amené dans le monde carcéral. Je n'avais aucune prédestination à être dans ce monde-là. Ingénieur de formation, j'avais aucune compétence dans le domaine juridique ou dans le domaine de la criminologie. C'est simplement mon évêque qui me demande d'exercer ces ministères. Je ne pouvais pas dire non à mon évêque. Le hasard, c'est lui qui m'a poussé là, et c'est le hasard qui m'a conduit à Poissy, parce que dans la paroisse où j'étais, il y avait un juge qui m'a conseillé de ne pas me disperser avec la carte d'aumônier que je venais de recevoir et de choisir un établissement pour ne pas être dans tous les établissements d'Île-de-France où je perdrais je me perdrais. Et donc, c'est donc à Poissy que j'exerce le principal de mon ministère. Et c'est aussi le hasard qui fait que c'est dans cet établissement que les premières expérimentations de la justice restaurative ont eu lieu. Et donc, je voudrais partager avec vous le témoignage de deux situations qui se trouve que j'ai été amené à accompagner. La première, on va l'appeler Manuel. C'est un garçon qui a tué une première fois sous l'emprise d'alcool, qui a été arrêté, qui a purgé sa peine, qui est sorti de prison, qui a récidivé, c'est-à-dire qu'il a de nouveau bu et il a de nouveau tué. Ce deuxième drame a généré chez lui une situation de le réveil, une fois qu'il a été, il est sorti de l'emprise de l'alcool, a provoqué chez lui quelque chose qui a fait qu'il a dit à sa femme, divorçons, j'ai honte de moi, reprends ta liberté. Et il était l'un de ceux qui a bénéficié pour la première fois de la démarche de justice restaurative qui était pilotée à l'époque par Robert Cario, qui, comme les personnes le savent, c'est le criminologue qui a, disons, fait venir en France, disons, un savoir-faire qu'a présenté Père Guillaume tout à l'heure. Et donc, Manuel a bénéficié de cette démarche et moi je suis arrivé à la prison alors que la démarche était terminée. Et moi je l'accompagnais comme toutes les personnes que j'accompagne en prison. Et il a fait une demande complètement incroyable, c'est que la personne dont il a été divorcé continuait à le visiter. Et il a sans doute, alors ça c'était complètement dans l'implicite, mais le résultat de la démarche de la justice restaurative qui avait eu lieu, le contact s'est renoué avec son ex-femme et il a dit mais on va se remarier. Et donc il s'est remarié, il m'a demandé d'être son témoin de mariage dans la prison. C'est quelque chose qui reste inscrit, une expérience tout à fait inouïe et je pense que ceci n'aurait jamais pu avoir lieu si la justice restaurative n'avait pas eu lieu. Aujourd'hui, il a purgé sa peine, il est sorti, ça remonte déjà donc cette première expérimentation, ça remonte à 2010, c'est tout à fait le départ de cette démarche. Et ça se passait dans l'établissement de Poissy avec un directeur qui avait une ouverture tout à fait exceptionnelle. Et c'est lui qui m'a invité à prendre contact avec les personnes qui avaient constitué une plateforme. Et c'est dans cette plateforme que nous avons fait connaissance avec Thérèse qui a participé à ces travaux. La plateforme de justice restaurative
qui a été l'un des lieux qui a contribué à la mise en place de la législation à laquelle faisait référence Guillaume Cos tout à l'heure, du 15 août 2014. Et la deuxième expérience que je souhaitais partager avec vous, elle est beaucoup plus récente. Là, c'est une situation de viol sur mineur. Un garçon qui a déjà purgé 18 ans de prison. Il a bénéficié d'une grande quantité de thérapie et il a eu toutes les, entre guillemets, qualités requises pour participer à une démarche de rencontre détenu-victime, offenseur-victime. Et il se trouve que dans la prison, comme vous savez, le ministère de la Justice n'a pas beaucoup de sous. Et la directrice de la prison m'a demandé si j'accepterais d'être le chauffeur de ce garçon pour aller aux réunions. Comme vous le savez, dans le protocole de la justice restaurative, il y a des mois de préparation. Ça a été largement évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a ensuite un protocole extrêmement rigoureux de 6 séances qui sont cadrées dans le temps avec un horaire précis. Il faut que les choses soient extrêmement précises. Et ce cadre très précis est un des éléments très importants de cette démarche, puisque c'est ce cadre qui apporte la sécurité aux participants pour que tout se passe comme il faut. Et donc, la directrice de la prison me demande d'être le chauffeur de ce garçon. Et on était dans un espace où, dans un moment où il n'y avait plus. On était en fin de peine, donc on était dans une sécurité suffisante. Donc, j'ai fait le trajet entre Poissy et Versailles, où nous étions seuls dans la voiture. Et c'est ça qui s'est passé, qui a été vraiment tout à fait extraordinaire. J'ai été, disons, un confessionnal 2 fois 6 fois, c'est-à-dire l'aller et le retour. Et je ne rentrais pas dans la salle des échanges. Et j'ai vu l'évolution de ce garçon entre la première séance et la dernière séance. Ce n'était plus le même homme. C'était plus le même homme. Et simplement, pour ne pas être trop long, je voudrais arriver un peu à la conclusion. Il avait besoin de parler, aussi bien à l'aller, dans ses angoisses de la réunion qui allait commencer, et puis au retour, il y avait un trop-plein, donc ça se passait dans la voiture, il vidait tout ce qu'il avait besoin de sortir. Mais je voudrais m'arrêter simplement sur pratiquement la dernière séance, où il a exprimé le fait qu'il avait envie de revoir les personnes avec qui il avait partagé avec les femmes victimes qui avaient été leur tête-à-tête, parce qu'il y a, comme vous le savez, je ne veux pas reprendre le protocole, mais il y a 3 auteurs, 3 victimes qui sont les uns en face des autres, qui ne sont pas les auteurs des victimes, bien sûr, mais sa posture il y a eu une véritable relation qui s'est instaurée avec les victimes, au point que il a exprimé avec moi quelque chose que je m'attendais absolument pas. Il a dit, mais maintenant, il y a une chose que je comprends, c'est que moi, quand j'étais gamin, je regardais le porno, et puis je suis devenu addict au porno, et puis ben, le viol, c'était complètement naturel, c'était dans la continuité du porno. Ce n'était pas un problème, jusqu'au moment où il a fait cette expérience de rencontrer son visage, rencontrer un visage. Et là, il m'a dit, mais parce que, bien sûr, la question qui se pose pour quelqu'un qui sort de prison après des situations comme celle-là, eh bien, c'est le risque de récidive. Il me dit, mais je ne pourrais pas récidiver, c'est pas possible, parce que là, maintenant, j'ai rencontré des visages. Et alors, on a commencé à parler de l'avenir. Il dit, mais tu es en fin de peine, d'ici 2 ans, tu vas être sorti de prison, qu'est-ce que tu vas faire?
Et l'une des idées qui a émergé, c'est, ben, là maintenant, compte tenu de l'expérience que j'ai acquise, je peux partager avec des jeunes le fait que jouer avec le porno, ça conduit directement au viol. Et ça, c'était quelque chose, je ne m'attendais pas. Alors je ne sais pas, parce que depuis qu'il est sorti de prison, on a une pratique là, la rencontre avec les personnes qu'on accompagne dans la prison, une fois qu'ils sortent, on n'a plus de contact avec eux. C'est un choix d'aumônerie parce que, enfin, il y a plein de raisons. Je ne vais pas développer ça ici, c'est pas le sujet de cette table ronde, mais pour les personnes qui ont été en prison, retrouver l'aumônier qui les a suivis dans la prison, c'est retrouver la période tellement extrêmement dure de la prison. Donc, c'est bien qu'ils vivent une autre vie quand ils sont sortis. Donc, je ne sais pas s'il a pu mettre en application cela, mais on a ri, lui et moi, dans la voiture à ce moment-là. Je lui dis, bah oui, moi, avec ma gueule de curé, leur raconter des trucs comme ça dans les salles de classe, ils vont tous rigoler, mais toi, ils vont t'écouter. Ça, c'était quelque chose de très important. Et il a aussi ajouté la chose suivante, depuis qu'il avait été... qu'il avait été arrêté et qu'il purgeait sa peine, il avait fait une palanquée de thérapie. Et il ne les regrette pas, parce que ces diverses thérapies l'ont préparé au protocole de justice restaurative. Mais il m'a dit, les 6 séances que nous avons vécues, mais ça m'a fait faire un saut quantique. Je ne suis plus le même homme. Et rien à voir avec les thérapies que j'ai pu faire, que je ne regrette pas. Mais rien à voir. Je ne suis plus le même homme. Je ne suis plus le même homme. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui est vraiment très puissant. Alors on sait, maintenant, Thérèse me demande d'être présent dans l'association qu'elle a fondée. Euh, le contexte des abus dans l'Église est un contexte qui est extrêmement compliqué. Qui a- et ça me renvoie peut-être à, je change un peu de sujet. Euh, dans la prison, euh, je fais le constat que une quantité très importante de personnes qui contestent le jugement qu'ils, qu'ils ont, dont ils ont, pour lequel ils purgent la peine. La contestation est une situation qui est extrêmement fréquente. Les personnes qui sont dans le déni ne sont pas, euh, ne sont pas candidats. Ce n'est pas possible d'engager une démarche de justice restaurative. Vous avez entendu la description des protocoles. Il faut que, pour que les échanges puissent avoir lieu entre auteurs ou mis en cause et victimes, il faut au minimum qu'il y ait une reconnaissance de l'offense. Si ce n'est pas le cas, la démarche n'est pas possible. Or, la quantité de personnes qui sont dans le déni dans la prison par rapport à l'objet de leur peine. La prison de Poissy, c'est une prison pour longue peine. C'est une prison, il y a 10 ans minimum et perpète pour le maximum. Enfin, maximum. On a toute cette échelle. Donc, c'est des choses graves. Eh bien, une proportion très importante des personnes que je rencontre dans la prison contestent leur condamnation. Et donc, ramener à la thématique de justice autrement, eh bien, c'est dans les échanges que nous avons dans l'association qu'a créée Thérèse. Son fichier de victimes est extrêmement abondant. Comme Thérèse l'a dit, le fichier des mises en cause, auteurs, est très peu, n'arrive pas à se remplir. Et nous avons eu récemment une réunion à laquelle a participé un évêque qui est en charge de ces questions pour l'Église de Rome. Et c'est lui-même qui a exprimé la difficulté qu'ont les évêques à traiter ce problème du déni. Alors,
c'est une situation qui est extrêmement compliquée et je crois qu'aujourd'hui, l'association Justice Autrement s'attelle un peu à cet aspect du problème qui est un problème très compliqué, très, 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 très douloureux. Et je sens que Thérèse, sur sa chaise, bon, voilà. Et donc, le problème du déni, c'est un problème où il est peut-être important de peut-être de nous replonger dans l'Évangile et de nous dire qu'est-ce que le Christ fait en présence des personnes qui sont dans le déni. Alors, le déni, l'hypocrisie, la responsabilité, tous ces sujets-là sont intermêlés, mais c'est sûr que le Christ est extrêmement sévère en présence des hypocrites. Chapitre 23 de Saint Matthieu. Pardon d'avoir été un peu long. Merci, merci beaucoup. Bon, je vais essayer de vous répondre. Alors, il y a enfin, je pense que les personnes les victimes qui vont au tribunal, il y en a énormément qui sont frustrées quand elles sont passées au tribunal. En fait, il y a vraiment ce besoin d'être entendu, de comprendre, de dire, enfin, il y a des besoins différents pour chacun, hein, c'est vraiment une histoire qui appartient à chacun, mais je pense qu'il y a un manque, il manque quelque chose. Donc, il y a beaucoup de victimes qui, en fait, expriment un besoin de rencontrer un auteur ou leur auteur. Ça, c'est déjà quelque chose qui vient alors, à partir du moment où une victime l'exprime, je pense qu'il faut un petit peu envisager d'aller, de lui dire pourquoi pas. Ça ne revictimise pas de rencontrer, cette restaurative. On fait suffisamment attention, on prend suffisamment de précautions pour ne pas, pour emmener une victime, et que ça se passe mal et qu'elle se retrouve victimisée comme, disent certains. Donc, on va prendre toutes les précautions nécessaires avant d'arriver à la rencontre. D'accord? Après, pour les jeunes, à l'ARCA, actuellement, on accompagne des jeunes, on commence en justice restaurative. Voilà. Exclusivité, de parler de la justice restaurative en prison ou auprès des personnes détenues. Du coup, comment vous faites pour rencontrer des auteurs? Enfin, voilà, est-ce que vous avez le droit d'aller en prison et de faire de parler de ça ou enfin voilà, là il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et si les gens sont dans le déni, est-ce que c'est parce que voilà, ils auraient trop honte de se reconnaître même à eux-mêmes? Et j'imagine que ça peut se travailler aussi. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, en fait, la justice restaurative, elle est faite sous le contrôle de la justice judiciaire, hein, même s'il y a une étanchéité, bien sûr. Mais le système français, en tout cas tel qu'il a été fait pour la justice restaurative, fait que, en tout cas en prison, à pénitentiaire qui se réserve en quelque sorte le monopole de la mise en place en prison de la justice. Voilà. Normalement, en tout cas dans l'Île-de-France, mais il se trouve que nous avons eu contact avec une association de psychothérapeutes en province qui acceptent de participer avec nous à l'élaboration des rencontres justice autrement. Donc, on va essayer. Mais c'est parce que ces thérapeutes sont commandés par le ministère de la Justice, d'une certaine façon. Ils accompagnent des personnes qui sont sous main de justice. Je voudrais répondre quand même à la première question là. En tout cas, pour ce qui est des jeunes, je pense qu'il faut que les jeunes soient suffisamment solides au point de vue caractère pour pouvoir répondre. Et personnellement, je ne me porterai pas responsable d'une médiation directe dans le cas d'abus sexuels entre une victime et son auteur. Parce qu'il risque encore quand même, c'est très subtil, hein, l'abus. Il y a beaucoup de manipulation. Alors, moi, je pense que l'aspect communautaire est beaucoup plus efficace.
Alors, pour ce qui est des auteurs, on n'a pas que des auteurs qui sont sous main de justice. Il y a des auteurs qui sont sortis de prison et qui sont encore sous main de justice. Mais il y a aussi des auteurs qui nous appellent et qui nous disent j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Aujourd'hui, je souhaite rencontrer ma victime. Comment on peut faire? Et c'est de plus en plus souvent. Des gens qui ont été, punis par la loi, hein, pas que des gens qui ont été en prison, des gens qui ont été parfois punis de 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 sommes ou enfin, pour des raisons, lambda, qui viennent nous voir et qui nous disent: «Moi, je veux rencontrer ma victime» ou «Je veux rencontrer une victime». Heu, Bah, pour ce qui est des enfants, effectivement, ça mérite d'être discuté, enfin, je vous avoue que si à 5 ans, on m'avait entendu, j'aurais sans doute pas eu la même vie, donc j'aurais bien aimé être entendue à 5 ans quand même. Combien de temps est-il nécessaire de se former pour intervenir en justice restaurative? Alors on a plusieurs, niveaux de formation. On a, le niveau 1 qui permet de commencer à acquérir, alors les bases de la justice restaurative, les premiers outils, pour lesquels on travaille avec les participants. C'est-à-dire qu'on va évaluer leur motivation pour savoir un petit peu qu'est-ce qui les motive le plus, quels sont leurs besoins, et cetera. Et ensuite, il y a le 2e niveau qui permet de devenir facilitateur. Alors en fonction des besoins de la personne qui veut devenir facilitateur, en fonction des personnes auprès de qui elle va vouloir travailler, si ça va être les enfants, si ça va être les personnes sous main de justice, en prison, si ça va être pour une association, et cetera. Il va y avoir plusieurs types de formations avec une base commune. Donc, ça demande plusieurs jours, effectivement, plus de la supervision qui est obligatoire dans la formation, et une supervision qui reste, on reste à disposition, à l'ARCA pour des supervisions, même quand les gens ont commencé, bien entendu, à travailler en justice restaurative. Donc, voilà. Moi, j'ai une question par rapport à la technique Fred. Je voulais savoir si elle était prévue comme en complémentarité d'une modalité de justice restaurative ou si elle était prévue indépendamment pour faire de la justice restaurative. Alors, Fred, c'est un outil avec lequel on peut travailler, en dehors de la justice restaurative et en justice restaurative. On peut envisager, ça a déjà été fait, on peut faire se rencontrer 2 personnes à travers la réalité virtuelle. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus long qu'une préparation, lambda, et puis la rencontre va être plus longue puisqu'elle va se faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir déposer, à l'écrit ou à travers des situations, et cetera, ce qu'elles veulent dire à l'auteur ou l'auteur ce qu'il veut dire à sa victime. Donc c'est un outil qui nous permet de travailler dans toutes les situations avec lesquelles on travaille à l'ARCA. En particulier, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a des personnes qui ont du mal à s'exprimer souvent. On on a parfois des gens qui ont envie de participer à une mesure, mais qui savent pas en fait, qui savent pas comment dire les choses. Donc il faut trouver d'autres moyens, d'autres supports, et ce support-là permet en fait, d'être dans son monde à soi, en fait. On sait qu'on est en sécurité parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous accompagne par la voix, mais on est quand même dans son espace. On est dans sa vie, on représente sa propre vie, et c'est ça qui peut être très intéressant éventuellement. Voilà. Merci. J'ai une question théorique. Quel rapport entre justice réparatrice et justice transitionnelle? Guillaume, est-ce qu'elle est pour toi celle-là? Alors, on parle de justice transitionnelle, par exemple, dans les situations comme il y a eu en Afrique du Sud pour passer de la période de l'apartheid à une nouvelle période. On passe d'une période à l'autre et là, on met en place des justices, des types de justice comme les commissions de vérité et de réconciliation. Voilà, ce sont des familles, on pourrait dire au sens large, de justice restaurative, hein. Antoine Garapon fait un lien entre tous ces types de justice. Voilà. Mais la justice restaurative, au sens strict, c'est celle qu'on a présentée ce soir,
plutôt à échelle réduite, soit des rencontres 1 à 1 avec des médiateurs, soit des petits groupes, alors que la justice transitionnelle peut engager un pays tout entier, des milliers de personnes. Alors, la forme de justice restaurative que nous animons, c'est confidentiel. Or là, dans la justice transitionnelle, c'est vraiment public. Il y en a ici qui peuvent parler de ça, hein, Dominique. Et tu as travaillé la question au Gachacha, là, des Gachacha. C'est au Rwanda, n'est-ce pas? Tu veux en parler? Non. Bonjour. Bonsoir. C'est ce qui m'a amené effectivement à la justice restaurative. Je me suis penchée d'abord sur le fonctionnement des gachacha au Rwanda. Et là, c'est une décision politique qui fait, comment dirais-je, qui redonne vie aux juridictions populaires dans les villages. Et là, les personnes sont pour constituer les tribunaux de justice restaurative qu'on appelle les tribunaux sur l'herbe. Hein. Les gachacha, ça veut dire sur l'herbe. Et là, sur l'herbe, ça veut dire que les personnes constituent un cercle hein, et avec élus, hein, mais un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes, obligatoirement un tiers de femmes. Et les personnes vont étudier les dossiers des, comment dirais-je, des personnes qui ont participé au génocide. Et ensuite, entre guillemets, les personnes accusées de génocide vont être jugées par ces juridictions populaires. Et il n'y a pas d'avocat, les droits de la défense n'existent pas, mais il n'y a pas de sous. Enfin, je veux dire, le pays est dévasté lorsque le gouvernement décide de mettre en place ces juridictions. Donc, comment retisser du lien entre des personnes qui ont tué leur nièce, violé, tué leur nièce, leurs voisins, et qui vivent côte à côte, ou qui sont parfois les mêmes membres, enfin les membres d'une même famille. Donc là, vraiment, il y a une réflexion à mener qui a été inspirée. Et là, j'ai ma voisine, Jenny Bugnon, qui s'est penchée sur l'Afrique du Sud et le fait qui a duré 2 ans, je crois. Hein, enfin, tu me corrigeras. Les gachacha ont duré 10 ans. 10 ans, on a fonctionné pour accueillir la parole des génocidaires, entre guillemets, et des victimes qui étaient survivantes, puisqu'il y avait quand même 1 million de morts, donc presque. Hein, en 5 semaines. Donc, c'était vraiment quelque chose de bien programmé, organisé, orchestré pour liquider une partie de la population, avec la complicité et l'implication de toutes les personnes qui vivaient au Rwanda. Donc, voilà, comment on fait quand tout et qu'il y a un crime qui s'opère. Et comment on fait pour que la parole puisse recirculer entre les personnes? Je ne parle pas de pardon, mais que la parole puisse recirculer et que la peur quand même commence à diminuer, quoi, parce que c'est invivable. C'est invivable, sinon. Voilà, je vous ai dit très brièvement les choses. J'espère que j'ai été à peu près claire, mais il y a plein d'ouvrages dessus et des très beaux films aussi là-dessus. Grand merci, Dominique. J'ai une question en ligne. Comment les offenseurs abordent les personnes victimes s'ils sont eux-mêmes personnes victimes avant d'être offenseurs? C'est souvent le cas, effectivement. Comme je disais tout à l'heure, on est dans du cas par cas, donc on va écouter. On va d'abord écouter l'offenseur, on va d'abord entendre quelles sont ses difficultés aussi à lui. Et puis en fonction de l'évolution du travail, on va pouvoir l'accompagner pour rencontrer quelqu'un. Et, et ça fera partie de son parcours. Peut-être qu'il l'exprimera le jour où il rencontrera quelqu'un, je ne sais pas. Et c'est précisément parce qu'il est reconnu dans son histoire, dont il peut parler devant les autres, en public, peut-être pour la première fois, qu'il va lui-même comprendre le mal, la souffrance, l'importance de ce qu'il a fait. Et il est reconnu comme une personne
qui a droit à la parole tout à coup et qui est écouté. Merci d'abord pour toutes les interventions. Je voudrais juste des informations sur la personne qui représente la société. Vous avez parlé de son rôle discret, mais en fait, c'est quoi ce rôle? Alors pour nous, au sein de l'ARCA, ça va dépendre de ce que, bien sûr, les gens veulent faire, de leur histoire. On accompagne actuellement des groupes de victimes dans des programmes de parrainage de résilience. Ces groupes de victimes se retrouvent une fois par mois, de victimes, diverses et variées, on va dire, hein. On va pas citer de difficultés particulières. Ce sont des victimes qui ont besoin d'aide. On va les faire rencontrer des personnes de la société civile qui sont formées à la justice restaurative, de base en tout cas, mais qui sont en capacité d'accompagner lors de groupes de parole avec les principes de base de la justice restaurative et qui vont pouvoir devenir parrains ou marraines de ces victimes. Le parrainage ou le marrainage consiste à accompagner, à minima, au moins une fois par semaine au téléphone, la personne pour savoir ce qu'elle, devient et cetera. Cette personne a la possibilité d'accompagner les victimes, sur, des lieux plus administratifs. Par exemple, si ce sont des victimes qui sont en grande difficulté pour retrouver un travail ou pour des problèmes d'impôts ou des problèmes administratifs quelconques, elles vont avoir un papier qui est un document qui est fait par l'ARCA, mais avec le sceau du ministère de la Justice, qui leur permettent d'accompagner ces personnes-là, en disant que cette personne est parraine ou marin de cette victime et elle est faite pour accompagner ces personnes-là. Voilà, le rôle pour nous, en tout cas, au sein de l'ARCA. Oui. La société civile, comme ça a été bien précisé dans l'intervention un peu introductive par Guillaume Cause tout à l'heure, elle est victime aussi. Mais je crois que c'est aussi important de noter qu'elle est aussi responsable. Et donc, la présence de la société civile dans le protocole est extrêmement important. Peut-être qu'ils ne font rien, ils sont simplement là pour apporter le café et apporter un mouchoir à celui qui en a besoin. Mais c'est au niveau de la présence, ce sont des acteurs qui représentent la société civile, qui ne sont pas des animateurs, ils sont là et parce qu'ils sont à la fois et victimes et responsables. Les personnes, les auteurs, ils sont issus de la société civile, ils vont y retourner, et c'est la société qui a peut-être les a mis en situation à devenir des auteurs. Donc, la société civile porte ces deux casquettes, victime et auteur. Il me semble qu'il y avait la question par derrière, c'est qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils font rien. Mais ils sont très importants. Ils sont très discrets. Il y a deux personnes qui représentent la société. Ils sont présents, attentifs aux personnes. Et lorsqu'il y a des échanges informels, parce que souvent il y a des échanges informels dans la pause, il y a une pause au milieu. Vous avez vu dans le film, hein, à un moment donné, ils grignotent quelque chose, etc. À ce moment-là, leur présence est très très importante de s'intéresser aux personnes. Voilà. Et ça joue, c'est très important. C'est presque muet. De temps en temps, si on leur pose une question, ils répondent bien sûr franchement, mais voilà. Ils sont là pour dire, mais venez avec nous, quoi. On est là. On vous renie pas. Vous n'êtes pas des imbéciles, vous n'êtes pas des monstres. Vous voyez, par leur simple présence, ils disent ça. Et ça. Et ça permet, les personnes qui vont vivre ce rôle de témoin se forment en même temps à être animateurs. En tout cas, c'est ce que j'ai pratiqué moi. C'est en regardant comment ça se passe qu'après, ils sont capables tout à fait de donner la parole, d'être facilitateurs de la parole.
Merci beaucoup. Je vois qu'on arrive et je sais qu'on a un impératif horaire. Donc, merci beaucoup. On voulait d'abord, bien sûr, remercier les facultés de Loyola Paris pour leur accueil. Yem, merci. Remercier, remercier l'ARCA, bien sûr, pour cette participation et pour ces témoignages. Et puis, bien sûr, Thérèse et Marc pour les témoignages et Guillaume. Et remercier les gens. On a des gens du Burundi, du Québec et d'Allemagne qui sont en ligne, voilà, et qui nous écoutaient. Bonjour, Herbert. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site de justiceautrement.org pour nous envoyer un petit message, adhérer, rejoindre l'association, soutenir, relayer, très important, relayer, communiquer à des victimes ou à des auteurs que vous connaîtriez. Merci beaucoup pour votre temps et